Boursorama, c'est Daniel Simonet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, député NUPES de Paris. J'ai pas l'habitude de raconter ce qui se dit hors antenne, mais m'avait dit je suis épuisé en arrivant. Oui, on a un rythme. Non, il faut le dire, on s'en rend pas compte. Qui est quand même un rythme de dingue. Hein, donc, Heureusement, c'est pas toute l'année, tout le temps comme ça, mais là, ce projet de budget, c'est quoi? Bah écoutez, déjà, on avait quand même eu un avant-goût au mois de juillet avec des séances jusqu'à minuit, 4 h du matin, le week-end. Et là, sur le budget, ça a été très intense également. On arrive à rester zen, pardon. On sait bien que c'est pas le sujet du jour, mais le fait de dormir, d'avoir des nuits de sommeil qui soient suffisantes, 7 h, 8 h, pour garder, encore une fois, rester serein, concentré, c'est difficile, non? C'est difficile, je pense que c'est surtout un rythme extrêmement difficile, surtout pour les députés en département, qui du coup, pendant une semaine, 10 jours, 11 jours, vont être coupés des leurs, de leur famille, de leurs enfants. En plus. Donc voilà, c'est pas évident. Mais le sujet en vaut la peine. Oui. Et je suis encore plus en colère quand les débats sont arrêtés du fait d'un 49-3, qui pour moi est vraiment le droit de veto du roi, quoi, où il décrète que maintenant on arrête les débats, parce que les débats ne vont pas dans le sens de la minorité présidentielle. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que quand on écoute, évidemment, il y a deux sons de cloche, et c'est vrai, quand on n'est pas à l'Assemblée, on voit ça de l'extérieur, on a un gouvernement qui nous dit 55 heures de débat budgétaire, etc. On a tout tenté, c'est eux, c'est l'opposition, ils sont dans le blocage. Vu de l'extérieur, les deux se rejettent la faute, à la fois gouvernement et opposition, qui dit non, on a tenté la conciliation, les oppositions disent non, passage en force, déni de démocratie. Vu de l'extérieur, quelle image ça produit avant de chercher les responsabilités? Est-ce qu'il n'y a pas des torts partagés, honnêtement? En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est en train de débattre d'un budget pour la France. Bon, là, on était sur la partie recettes. Alors ça, c'est une particularité. On fait d'abord la partie recettes, ensuite la partie dépenses. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait d'abord savoir quels sont les besoins sociaux et les urgences écologiques à satisfaire. Et quelles recettes on met en face? On va chercher les recettes qui peuvent satisfaire ces besoins. Bon, néanmoins, on est sur la partie recettes. Je vous donne un exemple. C'est pas la partie recettes d'abord, c'est le choix du gouvernement ou c'est tout le temps comme ça? Non, c'est déjà dans le cœur du dispositif constitutionnel qu'il faudrait modifier. On a eu par exemple un débat sur la question des superdividendes. Oui. Et dans ce débat-là, vous avez un amendement qui était proposé par le groupe Modem. Oui. Et un débat a eu lieu, que ce soit à la Commission des Finances, que ce soit dans l'hémicycle. Modem qui n'est pas dans l'opposition, qui est dans la majorité minoritaire macroniste. Bon. Ouais. Et vous avez eu une majorité dans l'hémicycle, c'est-à-dire une majorité de députés, tout groupe confondu, puisqu'il y a eu y compris des macronistes qui y ont voté pour et d'autres qui se sont abstenus. Et qui a fait que cet amendement est passé pour taxer les superdividendes. À 35%, qui était certes assez mesuré dans son impact. Vous l'avez voté? Moi, je l'ai voté, bien sûr, je l'ai voté. Et le gouvernement décide non seulement de faire le 49.3, mais décide de retirer cet amendement de ce qu'il va garder dans son projet de loi de finances. Donc moi, ce que je pense, c'est que quand le gouvernement dit finalement c'est à cause des oppositions, ils avaient trop d'amendements, ils ne voulaient pas le débat, non. Je pense que le gouvernement voyait bien qu'il était minoritaire et voyait bien que à ce rythme-là, pas mal d'amendements allaient passer qui ne correspondaient pas à leur objectif politique et qu'eux-mêmes allaient finalement être dans une situation où ils allaient être en désaccord avec leur propre budget. C'est une erreur politique pour vous que de ne pas reprendre dans ce texte passé par 49.3 cet amendement pour lequel il y avait consensus des oppositions, enfin en tout cas suffisante pour faire passer l'amendement. Tout à fait, il y en a d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans un système assez antidémocratique de nos institutions de la Ve République, qui fait qu'en fait, le président de la République, puisqu'il n'arrête pas de redire qu'ils sont la majorité présidentielle, le président de la République peut faire usage un peu du veto du roi. Et finalement dire à sa première ministre, tu utilises le 49.3, qui est certes constitutionnel, mais néanmoins totalement antidémocratique, et tu peux mettre un terme au débat. D'autres ministres de gauche l'ont fait avant. Complètement, et d'ailleurs nous dénoncions de la même manière. Je veux dire, sous François Hollande, quand le 49.3 a été utilisé, notamment sous le gouvernement Valls, et après, bon, on regardait sur la loi travail, on était dans la rue, et nous étions opposés à cet usage du 49.3, parce que c'est vraiment un abus de pouvoir d'une minorité présidentielle qui sent bien dans l'hémicycle. Donc pour vous, le blocage vient du gouvernement. En aucun cas, vous dites pour nous, on a fait ce qu'il fallait. À la NUPES, on a été constructif. En fait, le jeu de la démocratie, c'est quoi? C'est respecter un vote majoritaire. Si dans l'hémicycle, vous avez des votes majoritaires sur des amendements, il faut les respecter. Notamment sur les superdividendes. Voilà. Si vous avez des votes majoritaires contre ce budget,
à la fin, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à convaincre une majorité, donc vous devez revoir votre copie, revoir votre budget. Mais regardez, là aujourd'hui, ce matin, je suis arrivée en retard parce qu'il y avait aussi des enjeux dans l'hémicycle. On débat du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Beaucoup de nos amendements sont en train d'être débattus aussi en commission, sont rejetés. Bon, on débat de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais on sait d'ores et déjà que le gouvernement va avoir recours au 49.3. Donc c'est un foutage de gueule complet. Daniel Simonet, depuis le début, on sait parfaitement que tout ça va se finir en 49.3. Même celui qui ne suit pas le dossier a bien compris que ça se finira comme ça. Et on continuera de le dénoncer. C'est pour ça que nous donc chacun dans son rôle, il y a une espèce de jeu de rôle vous savez, qui grandit pas. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse enfin passer à une 6e République pour que le Parlement soit bien plus respecté. Parce que cet abus de pouvoir du 49.3, finalement, fait dire à un gouvernement, si ce qui se débat au Parlement, c'est quand même la représentation du peuple, nous sommes là parce que nous avons été élus par les citoyennes et les citoyens pour parler en leur nom. Et un gouvernement peut dire, oh, ce que vote le Parlement à la majorité ne nous plaît pas, donc on peut s'asseoir dessus avec l'arme du 49.3, qui est une réquisition, en fait, de la démocratie parlementaire. Quand Elisabeth Borne, la Première ministre, dit les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. C'est pas vrai de dire ça? Alors, au point de départ... C'est pas la réalité? Si, c'est vrai. Au point de départ du débat, on regarde le budget, on se dit, ben non, ce budget ne tient pas compte des urgences sociales, vous n'avez pas d'augmentation du SMIC au-dessus de l'inflation, vous n'avez pas la prise en compte sur l'urgence SMIC écologique. Indexé sur l'inflation aujourd'hui. SMIC indexé sur l'inflation. Exactement, c'est quand même le minimum, parce que là, vous avez des pertes de perte du pouvoir d'achat. Et vous avez besoin, par ailleurs, d'une organisation de redistribution des richesses. Comment on peut accepter que des entreprises comme Total, qui font 18 milliards de bénéfices sur un semestre, payent 0 impôt, quand les petites TPE, PME, elles payent plein pot, hein. Donc, on se dit non, ce budget ne prend pas en compte l'urgence de la redistribution des richesses et de la justice fiscale, ne répond pas aux urgences climatiques, ne garantit pas notre souveraineté ni alimentaire, ni énergétique. Donc, on dit oui, on va être en désaccord avec ce texte, on va voter contre. Néanmoins, nous travaillons sur des amendements. Ouais. Donc le texte peut évoluer. Aucun amendement NUPES de la NUPES n'a été retenu, aucun pas. Bon, je vous rassure, c'est pareil pour le RN. Oui, certes. Même tarif pour les deux. Mais c'est quand même une hypocrisie totale lorsque... Gabriel Attal dit on a retenu une centaine d'amendements. Mais oui, mais il a carrément dit ce matin qu'il a même fait référence au PLF qui a été adopté hier. Il n'a pas été adopté. L'Assemblée n'a pas pu voter. Mais dans ces amendements, même s'ils ne viennent pas de chez vous, il y en a certains quand même. La hausse du plafond du crédit d'impôt pour la garde d'enfants de moins de 6 ans. Sur les tickets resto, on a gagné 1 euro et quelques. Alors sur les tickets resto, par exemple, oui, on avait bataillé. Bon. Donc il y a parfois des petites choses qu'on avancé. D'accord avec ces amendements-là. Bien sûr, il y en a certains qu'on a votés, d'autres qu'on n'a pas votés. Parce que, attention, hein, sur les crédits d'impôt, c'est pas toujours la bonne solution en termes de redistribution des richesses et de justice fiscale. Parce que ça sous-entend qu'on paye de l'impôt. Ah non, le cas de Gilles Besson, le crédit d'impôt, non, quand on ne paye pas d'impôt, on touche un chèque. Oui, mais donc il y a parfois d'autres systèmes plus justes socialement à mettre en place. Vous pensez à quoi? Ce que je veux dire, vous pensez à quoi, Daniel Simonet? Par exemple, vous estimez que... Le crédit d'impôt touche tout le monde pour le coup. Tout à fait. Donc ça veut dire que la personne qui devrait payer beaucoup d'impôts va aussi en avoir un bénéfice. Voilà. Donc, et puis il y a parfois des crédits d'impôt, on se dit, bon, peut-être qu'on va arrêter, quoi. Je veux dire, le crédit d'impôt pour, par exemple, le babysitting des chiens, quand on assume d'avoir un chien, on s'en occupe, et on est capable, dans une période comme celle-ci, où on voit qu'il y a des urgences fortes. Je veux dire, il y a 8 millions de Français qui, en ce moment, sont à l'aide alimentaire. Nous disons là, il y a une priorité, une urgence. Mais il y a des quand on aura plus 8 millions de personnes qui iront à l'aide alimentaire, je suis d'accord pour qu'on regarde d'autres choses. Mais par exemple, si on veut par contre répondre à la question de la souffrance animale, le plus urgent, c'est pas d'aider les riches à ce que quelqu'un d'autre sorte leur chien, c'est peut-être donner des moyens en refuge, par exemple, qui en ce moment ont beaucoup de difficultés pour accomplir leur mission. Il y a des amendements qui ne sont pas des amendements qui viennent de la NUPES, dans lesquels vous vous retrouvez TVA 5,5 sur les masques, demi-participation supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants. Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi, par contre... je veux dire, Ah non, tout à fait. Nous, ça nous est arrivé de voter des amendements qui n'étaient pas défendus par nous, parce qu'on estimait qu'ils allaient dans le bon sens. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur l'amendement du MoDem, ou c'est ce que nous avons fait aussi sur la question de l'exit tax, par exemple. Et là, ils ne sont pas retenus. Ils ne sont pas retenus. Et donc, on a, au final, un budget
qui épargne quand même la taxation des super-profits, qui épargne le rétablissement de l'ISF, donc qui aide les riches, qui aide les entreprises du CAC 40 dans sa partie recettes. Et on sent bien que dans sa partie dépenses, il n'y a aucune volonté du gouvernement de répondre ni aux besoins d'urgence sociale. Franchement, la situation elle est très dure pour les Françaises et les Françaises en ce moment dans leur grande majorité, ni à l'urgence écologique. Après, j'avais cette discussion avec Aurélie Trouvé de la NUPES aussi la semaine dernière, qui m'a dit que c'est un budget d'austérité. Et c'est vrai que quand on voit 5% de déficit public, on a du mal à se dire que c'est un budget d'austérité quand on a 5%. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous prendre le prisme, par exemple, des collectivités. En ce moment, les collectivités locales sont dans des situations extrêmement dures parce qu'elles payent plein pot l'inflation. Elles ne sont pas, par exemple, dans le bouclier tarifaire. Donc, vous avez une explosion des dépenses de fluides, mais vous avez aussi une explosion des dépenses pour les cantines, puisque l'impact de l'inflation sur les produits alimentaires, elles ont eu plus de dépenses sociales du fait de l'augmentation du point d'indice, même si on aurait aimé que le point d'indice augmente de manière plus importante, des petites augmentations sur les aides sociales, même si on aurait aimé qu'elles augmentent de manière plus importante, et l'État, dans ses dotations, n'a pas compensé ces hausses. Donc les collectivités doivent faire au moins autant avec beaucoup moins finalement à l'arrivée. Donc toutes les collectivités aujourd'hui, elles sont dans une situation où soit déjà elles ont décidé de fermer des piscines, de fermer des services le week-end, de réduire et donc de dégrader les conditions de service public, et elles s'apprêtent dans leur prochain budget à faire des coupes dans la culture, dans le social ou dans le transport, au détriment des enjeux. Et ça, le gouvernement ne veut pas l'entendre. Mais par contre, ce débat sur les collectivités, on a bien vu, par exemple, qu'il y avait une majorité qui se dégageait. Parce que, par exemple, même si on est France Insoumise à intervenir sur ce sujet-là, on voit bien, par exemple, que dans les rangs de LR, ils comprennent bien que pour tous les maires de France, c'est un problème. Et que les maires de France ont interpellé. Et du coup, sur la loi de programmation des finances publiques, qui, elle, n'a pas pu faire l'objet d'un 49.3, mais qui était présentée en amont du PLF, mais qui n'est pas encore votée dans sa phase finale, mais beaucoup d'articles ont été retirés contre l'avis du gouvernement, donc contre l'avis de la minorité présidentielle, parce que la majorité du Parlement était opposée à l'organisation de l'austérité. Bon, et donc résultat, en tout cas, avec ce 49.3, il y aura des motions de censure. Ça a été déposé, la motion de censure? Oui, nous avons d'ores et déjà déposé notre motion de censure. Il y aura la vôtre, il y aura celle du Rassemblement national aussi, et au final, chacun aura sa motion, et donc le gouvernement ne sera pas renversé. Le groupe qui peut être clé là-dedans, c'est le groupe LR. Il ne faut pas compter sur eux, vous avez compris. Comment? Il ne faut pas compter sur eux. Mais ils pourraient être piliers. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier épisode du 49.3. D'accord, c'est l'épisode 1, parce qu'on sait que le gouvernement va le réutiliser pour le PLFSS. Va certainement potentiellement, il y en a 9. Voilà, possible. Donc ça va. Voilà, le feuilleton va avoir 9 épisodes. Moi, vraiment, j'interpelle l'ensemble des groupes et j'interpelle les élus LR. Si vous estimez que ce budget va à l'encontre de l'intérêt général, alors votez notre motion de censure. Et si vous ne le faites pas cette fois-ci, j'espère qu'on arrivera à les convaincre la fois d'après. Pour que le gouvernement puisse tomber, il faudrait que RN et NUPES s'allient. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un vote de concert? Et LR, ça ne suffira pas, sinon. Et on peut imaginer ou pas, ou ça reste de la petite fiction, qu'ensemble RN, LR et NUPES votent pour faire tomber C'est ce que nous proposons. Quand nous proposons notre motion de censure, oui, mais ils ont la leur. Nous proposons bien que tout le monde puisse la voter. On parle d'une motion commune. Alors, quand nous proposons notre motion de censure, nous sommes la première à être déposée. Tous les groupes peuvent la voter. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous sommes un groupe d'opposition. La NUPES, nous sommes la première force d'opposition. Donc, les autres peuvent prendre leurs responsabilités et voter cette motion de censure. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là dans cet épisode 1. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début, exactement. On n'est qu'au début. Juste un petit mot parce que Laurent Berger, que vous connaissez, secrétaire général de la CFDT, dit qu'il n'y a plus de justification à faire grève chez Total Énergie. C'est pas Patrick Pouyanné qui le dit, mais c'est lui. Le boulot a été fait chez Total, a-t-il ajouté, en parlant de ces négociations qui amènent à 5% de hausse du salaire et des prix entre 3 000 et 6 000 euros. C'est Laurent Berger. C'est Laurent Berger, et moi je dis sur ce sujet-là, c'est aux salariés, aux grévistes de décider. C'est eux qui décident en Assemblée Générale s'ils se mettent en grève,
c'est eux qui décident aussi en Assemblée Générale s'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont arraché. Vous savez, faire grève, c'est très difficile parce que ça veut dire que vous perdez de votre salaire. Hein. C'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère, c'est une décision qui doit être collectivement sous-pesée. Moi, ce que je dis, c'est que merci d'abord aux grévistes des raffineries. Parce qu'ils ont, par leur grève, redonné aussi de la dignité à tous les salariés de ce pays qui n'en peuvent plus et qui se disent « mais nous, on paye plein pot l'inflation ». Parce que quand on fait notre caddie, c'est de plus en plus difficile à la caisse. Parce qu'à la pompe, c'est difficile. Parce que payer les charges du loyer, c'est difficile. Donc c'est un combat pour l'ensemble des salariés, même si au quotidien, c'est une galère depuis un mois. Bien sûr, mais moi, franchement, même les taxis, les chauffeurs de taxi qui sont complètement dépendants de devoir galérer pendant 3 heures à trouver une station essence pour prendre de l'essence, qui est vraiment leur outil de travail, quoi. Même eux, je les entends, ils disent, bon, on en a marre, hein, ça c'est ras-le-bol, mais franchement, respect, parce qu'on comprend, et à la limite, ils aimeraient avoir le même courage et la même force que eux. Parce qu'on a quand même, chez Total, un patron qui, lui, n'a pas eu besoin de faire grève pour s'augmenter de 50% de son salaire. Alors, il faut avoir l'année d'avant, l'année de Covid, il a baissé son salaire de 36%. Oh, pauvre chou. Non, c'est pas le sujet, mais dire qu'en fait, il est revenu à la normale. En fait, son salaire est resté, je défends personne, ce sont des chiffres. Quand on regarde le truc, c'est qu'il avait 6 millions de salaire, il a baissé de 36%, il est revenu l'année après, ça allait mieux à 6 millions. 6 millions, et après, il y a un sujet sur les 6 millions. Mais dire qu'il a pris 52%, il a coupé le sien à l'année du Covid. Je vais vous dire, après, il y a un débat sur les 6 millions d'euros. Non, mais je vous inverse le sujet. Je veux dire, on a dit aux gens de la SNCF, aux travailleurs de la SNCF, que franchement, ils pouvaient s'estimer contents, ils venaient d'avoir une augmentation. Bah oui, mais ça faisait 6 ans qu'ils avaient zéro augmentation. Zéro augmentation. Là, sur la question de Total, on est quand même sur une entreprise qui, quand même, a dégagé des profits énormes. Hein, je rappelle ce chiffre, 18 milliards d'euros. 18 milliards sur un semestre, qui distribue énormément de dividendes à ses actionnaires. Je rappelle que les actionnaires ne contribuent pas à produire de la richesse. Hein, et les salariés derrière qui doivent se taire et les contribuables qui doivent se taire. Ils sont bien lotis au final, chez Total Énergie, les salariés. Ce qu'ils ont obtenu. Ils sont. Je ne suis pas sûr que tous les salariés en France vont avoir ça. Alors, les salariés de Total, il faut savoir quand même que c'est des conditions de travail extrêmement dures. Je ne suis pas du tout sûr que beaucoup de salariés accepteraient de travailler et faire les 3-8. Hein, je parle de l'ensemble des salariés de Total. Oui, mais l'ensemble des salariés de Total, vous avez ceux qui supportent une pénibilité terrible et qui, par ailleurs, ont, dans leurs conditions de travail, des problèmes de santé au travail très fortes avec tout ce qu'ils inhalent, avec une espérance de vie à l'arrivée qui est de 7 années de moins que l'ensemble des travailleurs. Hein. Donc c'est vraiment, comparons ce qui est comparable. Et j'alerte tout le monde, faites attention quand on vous donne des moyennes. Parce que les moyennes des salaires dans une entreprise, si elles tiennent compte dedans de très grandes disparités et des très hauts salaires, il est intéressant aussi de s'intéresser aux salaires médians, qui font dire que la moitié des salariés dans cette entreprise sont en dessous ou au-dessus de ce salaire. Et alors, quelle différence entre le médian et le moyen chez Total ? Je crois que le médian est beaucoup plus bas que le médian, quoi, évidemment. Le médian est plus bas que le moyen, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Le médian est plus bas que le moyen, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gros salaires qui rehaussent la moyenne. On fait des maths avec Daniel Simonet, on peut même faire des maths. Et pourtant, je n'étais pas forcément... Comme quoi, rien n'est écrit. Voilà, rien n'est écrit. Une grande fan des mathématiques, mais... Merci de passer nous voir. Daniel Simonet, donc, député NUPES de Paris, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.